paysage grandiose au sommet des montagnes. Cette semaine, nous sommes venus admirer le glacier majestueux de la Grave, la Meije. C'est évidemment un point de vue en or pour les touristes, mais pas seulement. C'est aussi un laboratoire pour les géologues. Bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Dans ce magazine, nous allons nous poser une question de plus en plus débattue parmi les chercheurs. L'homme est-il devenu la principale force géologique de notre planète, capable de faire bouger les montagnes, de graver son empreinte dans les strates rocheuses et d'influencer la composition des océans? Depuis 200 ans, de plus en plus d'experts en sont convaincus, l'Anthropocène a commencé. Pour en avoir le cœur net, nous irons en Arctique où les glaciologues prennent conscience de l'acidification des océans. Piégés dans les profondeurs des fonds marins, les gaz à effet de serre menacent désormais la biodiversité. Nous nous préparons ensuite à affronter la fin du monde et nous construirons un abri pour l'éternité dans les profondeurs de la Terre. Ce concept californien fait fureur sur la toile. L'homme serait-il devenu aussi fort et aussi puissant que les volcans, capable de faire bouger à lui seul les plaques tectoniques? En théorie, cela paraît impossible et pourtant les experts en sont convaincus. Nous sommes en train de rentrer dans l'Anthropocène, une période durant laquelle l'homme est capable de marquer de son empreinte les roches sédimentaires, mais aussi les calottes glaciaires. Jérôme Chaplaz n'a pas peur des chocs thermiques. Été comme hiver, il travaille dans un immense frigidaire. C'est dans cette chambre froide, à moins 30 degrés, qu'il garde son trésor. Des échantillons de glace forés dans les pôles et soigneusement numérotés. C'est marqué dessus, vous voyez, 101,46 mètres de profondeur, qui a été foré à Concordia en Antarctique. Donc c'est de la glace relativement récente. Dans la glace, des bulles d'air restent souvent piégées. Ce sont elles que Jérôme Chaplaz va analyser. L'échantillon qu'il a choisi remonte à 50 ans. Le glaciologue va vouloir évaluer la quantité de gaz à effet de serre qu'il renferme. Et le résultat est inquiétant. Déjà à cette époque-là, la quantité de gaz carbonique présente dans l'atmosphère était beaucoup plus importante qu'il y a 200 ou 300 ans. Et donc l'impact de l'activité humaine était déjà mesurable très largement il y a 50 ans. Pour Jérôme Chaplaz, c'est une évidence. Le temps est venu de changer d'époque géologique. Je ne comprendrais pas que l'Anthropocène ne soit pas reconnu comme une nouvelle ère géologique. C'est une diminution de la biodiversité, elle est évidente. C'est un impact sur le climat lié aux activités humaines. C'est une acidification des océans. Ce sont tous ces facteurs-là qui font qu'effectivement, nous sommes en train d'entrer dans un environnement tout à fait différent. L'Anthropocène est pourtant une parenthèse à l'échelle de l'histoire. La Terre est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. C'est à ce moment-là que les mammifères ont colonisé notre planète et qu'a commencé l'ère dans laquelle nous vivons, le Cénozoïque. Il va falloir alors attendre encore 61 millions d'années pour que les tout premiers précurseurs de l'homme n'apparaissent, il y a 4 millions d'années. Si l'Anthropocène est un jour reconnu, cette époque aura à peine 200 ans d'existence, du jamais vu. Beaucoup de géologues pensent que cette question de l'Anthropocène est une question politique, est une question sociologique. On peut parler de l'Anthropocène. Ils disent c'est très bien pour sensibiliser les masses, mais est-ce que c'est vraiment une notion géologique de parler de l'Anthropocène alors que les pierres, si on regarde les plissements de terrain, mais ça met des millions d'années. Aujourd'hui, les avis sont toujours divisés. Il faudra donc un colloque à Brisbane en 2012 pour clore enfin le débat et que les géologues, les stratigraphes, reconnaissent enfin l'homme comme principal facteur de changement sur notre planète. Nous l'avons vu, le CO2 peut se retrouver piégé dans la glace, mais un quart du dioxyde de carbone émis par l'homme est aussi absorbé dans nos océans. À ce rythme-là, il s'acidifie considérablement. Nous allons donc suivre une équipe de scientifiques partis dans l'Arctique mesurer les conséquences de ce changement. Un paysage paisible, mais en apparence seulement. Car une menace invisible guette la vie marine, l'acidification des océans. Un phénomène qui touche surtout les eaux froides, comme ici autour de l'île norvégienne de Spitsberg. En cause, les émissions de gaz carbonique depuis le début de l'ère industrielle. Les océans absorbent plus du quart du CO2 présent dans l'atmosphère. Et dans cette vallée glaciaire, les scientifiques tentent de mieux comprendre le phénomène. Pour cela, ils plongent de grands tubes dans l'eau
à l'intérieur desquels ils injectent du CO2. L'idée, c'est de travailler sur une grande quantité d'eau avec tous les organismes qui y vivent. Et puis on acidifie l'eau selon les projections que nous avons pour les 20, 40 et 60 prochaines années. Et ensuite, nous regardons comment l'écosystème arctique répondra. L'acidité des eaux ralentit fortement la calcification des coraux et des mollusques. Le ptéropode est l'une des victimes du phénomène. Ce petit mollusque pourrait perdre sa coquille d'ici la fin du siècle, une disparition bien embarrassante pour la biodiversité marine. C'est une espèce clé pour la chaîne alimentaire dans l'Arctique, parce qu'ils se nourrissent de très petites particules et de phytoplancton. Ils grossissent et des animaux plus gros comme des baleines, des poissons ou des oiseaux les mangent. La coquille du ptéropode est par ailleurs un véritable piège à CO2. Si le mollusque perd sa coquille, il perd aussi sa capacité à stocker le dioxyde de carbone et donc à lutter contre le réchauffement climatique. L'homme est capable de dominer les montagnes, de modifier la composition du fond des océans et pourquoi pas de coloniser les profondeurs de la Terre. C'est une entreprise californienne, Vivos, qui a eu ce projet fou. Elle s'est mise à construire des abris souterrains pour se protéger en cas de catastrophe nucléaire, de bombes atomiques ou encore d'apocalypse, pour se préparer non pas à la fin d'une ère, mais à la fin du monde. Guerre nucléaire, catastrophe naturelle ou collision avec un astéroïde. Autant de raisons de croire que la fin du monde est toute proche. Certains sont même persuadés que l'apocalypse sera l'année prochaine, plus précisément le 21 décembre 2012, conformément au calendrier Maya. Du coup, depuis le séisme et le tsunami au Japon, la construction d'abris est un business très florissant. Des industriels américains ont vu leur vente exploser de 1000%. Et pour ceux qui souhaitent survivre à l'apocalypse dans le luxe, eh bien ne cherchez pas, il y a Vivos. La compagnie vous propose des chambres dans des abris gigantesques. Son concepteur ne vous garantit pas un confort éternel, seulement une année d'autonomie, mais c'est déjà ça de gagner. Les abris de Vivos sont conçus pour accueillir des milliers de personnes et leur permettre de vivre jusqu'à 1 an sans aucun contact avec le monde extérieur. Ils auront tout ce qu'il faut pour tenir 1 an. Des vivres, des vêtements, des médicaments, absolument tout ce qui est nécessaire. Pour la modique somme de 35 000 €, vous pourrez vous offrir un abri dont vous ne vous servirez jamais. Et alors, des centaines de clients se sont laissés tenter. Et si vous n'avez pas les moyens, pas de panique, la compagnie réfléchit à une sorte d'abri charter low cost. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous le permettre, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, et en attendant l'apocalypse et de nous terrer à des kilomètres sous terre, eh bien, je vous souhaite juste de passer un très bon été et de bonnes vacances. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce magazine. À la semaine prochaine sur France 24.